Bien, bonsoir à tous. Eh bien, comme annoncé il y a quelques jours, nous nous retrouvons ce soir pour une nouvelle conférence organisée par ELISA Aerospace, école d'ingénieurs. Donc, il y a quelques semaines, vous avez eu une conférence par Monsieur Blin sur les lanceurs réutilisables. Et ce soir, je vous propose une conférence sur l'aéronautique. Et nous allons parler du crash du vol 123 de la compagnie Japan Airlines qui a eu lieu en 1985. Alors j'ai choisi comme thème cet accident aérien parce que il fédère plusieurs métiers que l'on retrouve en aéronautique et surtout vous allez voir qu'on va faire appel à des matières, à certaines matières qui sont vues en cycle ingénieur à ELISA Aerospace en aéronautique, notamment on va parler de qualité de vol avion. On va parler également de résistance des matériaux et puis on va parler un petit peu de sécurité aérienne, de safety et de conception avion. Alors, on va commencer. Donc, tout d'abord, cet accident, en fait, il a lieu le 12 août 1985. Alors, il implique un Boeing 747 SR-100. Alors, SR, c'est pour short range, un avion court courrier, qui effectuait une liaison entre Tokyo et Osaka, donc une liaison domestique au-dessus du Japon, et s'écrase donc dans les montagnes situées à 100 km au nord-ouest de Tokyo après seulement une demi-heure de vol. Donc c'est un accident qui est très très brutal et qui est extrêmement violent. Donc il y avait 524 personnes à bord et sur les 524 personnes, on ne retrouve seulement que 4 survivants à ce crash. Alors à l'époque, il y a eu une polémique autour des secours qui ont été menés par les Japonais parce que l'avion s'étant écrasé le soir, eh bien en fait les Japonais ont voulu mener seuls leurs opérations de secours et notamment ont refusé l'aide proposée par les forces américaines stationnées sur place, notamment un hélicoptère des Marines qui aurait survolé le site du crash et qui était en capacité de déposer des secouristes le soir même. Voilà. Donc les Japonais, eux, font un survol du site le soir et déclarent que, il n'y a pas de survivants. Et le lendemain matin, quand les équipes de secours se mettent en marche pour rejoindre le site du crash, donc à pied, ils sont très surpris de retrouver, après des débris, quatre personnes encore en vie. Et après coup, on s'apercevra qu'en fait, il y aurait pu y avoir plus de survivants, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont mortes durant la nuit. Donc entre le moment du crash et l'arrivée des secours, il s'est écoulé 14 heures, notamment une nuit glaciale. Et certaines personnes sont mortes de leurs blessures et de la nuit avant que les secours n'arrivent. Voilà. Donc il y a une polémique autour de ça, mais ce n'est pas le propos. Donc rapidement, l'enquête elle est confiée à l'Aircraft Accident Investigation Commission, donc le bureau enquête accident du ministère des Transports japonais, alors qui est aidé du NTSB. Alors le NTSB, donc c'est le bureau enquête accident US, donc des États-Unis. Rapidement, les États-Unis proposent leur aide aux Japonais parce qu'évidemment, cet accident impliquant un avion américain, les Américains avaient à cœur de connaître rapidement les conclusions de l'enquête et savoir si il n'y avait pas finalement un défaut majeur sur cet avion qui explique la perte soudaine de contrôle de l'avion et qui aurait impliqué que l'avion soit complètement cloué au sol pendant plusieurs semaines. Donc ils ont voulu rapidement savoir en fait les origines de l'accident, raison pour laquelle ils ont proposé leur aide aux Japonais. Voilà. Alors, les premiers éléments de l'enquête, comme je vous l'ai dit en introduction, donc c'est un accident qui est survenu très brutalement. En fait, le commandant de bord, donc Takahama, déclare une situation de détresse au contrôle de Tokyo seulement 12 minutes après le décollage. En fait, il déclare une dépressurisation explosive de la cabine, c'est-à-dire que l'avion perd immédiatement la pression qui est à l'intérieur avec une explosion, donc il dit qu'il y a eu une explosion à bord. Et donc les masques tombent et l'explosion s'étant déroulée aux alentours de 20 000 pieds, donc 12 minutes après le décollage, l'avion est toujours en montée vers son altitude de croisière. 20 000 pieds, ça fait à peu près 7 000 mètres, donc les masques tombent et les passagers commencent à suffoquer en cabine et commencent à avoir des troubles de la conscience. Donc on s'aperçoit très rapidement que c'est un accident qui est extrêmement brutal, et le commandant Takahama demande un retour direct sur Tokyo pour pouvoir poser son avion. Simplement, rapidement, l'équipage s'aperçoit que l'avion est devenu totalement incontrôlable, c'est-à-dire que la pression hydraulique est tombée à zéro,
et l'avion est rentré dans des modes d'oscillation, on en reparlera un petit peu plus tard, qui sont totalement incontrôlables. Donc l'équipage ne maîtrise plus sa trajectoire, ne maîtrise plus sa direction, la direction de l'avion, et subit quelque part la trajectoire de l'avion et est incapable de revenir vers Tokyo pour se poser. Donc ça va durer une vingtaine de minutes, et au bout du compte, eh bien, l'avion s'écrase donc dans les montagnes, après seulement, comme je disais, une demi-heure de vol. Voilà. Alors juste après l'accident, les boîtes noires sont récupérées, notamment l'enregistreur de données et l'enregistreur de voix, donc le cockpit voice recorder. Et sur celui-ci, en fait, les enquêteurs perçoivent deux explosions distinctes. Donc une première explosion très forte, suivie d'une deuxième explosion un petit peu plus faible, mais qui se situe juste derrière la première explosion. Et les enquêteurs américains, en fait, craignent qu'il y ait eu un attentat, en fait, contre cet avion. Et l'enquête se dirige initialement vers une enquête terroriste, c'est-à-dire que les enquêteurs pensent qu'il y avait une bombe à bord et que l'avion a explosé, et qu'il y a eu des dommages catastrophiques qui ont ensuite entraîné le crash de l'avion dans la montagne. Voilà. Alors, cette crainte, elle est un petit peu étayée par le fait que la dérive, donc la partie verticale de l'avion, donc je vous montre, j'ai ma maquette, voilà, la dérive, c'est cette partie-là, donc c'est l'empennage vertical, ce qu'on appelle l'empennage vertical. Donc l'empennage vertical de l'avion est retrouvé à près de 150 km du site de crash, dans la baie de Sagami. Et surtout, il y a une personne qui était proche du crash, qui a vu passer un avion bas, dans une posture inhabituelle, puisqu'il n'y avait pas d'aéroport à proximité, et a pris une photo de l'avion. Donc cette photo sera versée au dossier et sera mise sur le rapport d'enquête délivré par les Japonais. Donc on voit clairement sur cette photo que l'avion a perdu sa dérive. Voilà. Sur la photo, ici, on voit que l'avion n'a plus de dérive. Donc les causes du crash semblent être claires, hein. C'est une rupture catastrophique en vol, hein. L'avion a perdu sa dérive, ce qui l'a rendu incontrôlable, et l'avion a fini par s'écraser. Alors du coup, les causes de l'accident, c'est quoi? Eh bien, les enquêteurs qui sont présents sur le site du crash, eh bien, ils s'aperçoivent rapidement que le bouclier de pressurisation, donc je réexpliquerai juste après ce qu'est le bouclier de pressurisation. Donc le bouclier de pressurisation qui se situe ici à l'arrière de l'appareil, qui contient les efforts de pressurisation de l'avion, présente des dommages qui ne sont pas en lien direct avec le crash. C'est-à-dire que quand un avion s'écrase, évidemment, il y a des effets cinétiques qui font que les tôles se froissent, les poutres se tordent, mais là, quand ils retrouvent le bouclier de pressurisation sur place, en fait, ils s'aperçoivent que celui-ci a subi très vraisemblablement des dommages qui sont antérieurs au crash même. C'est-à-dire que le bouclier présente des fissures, les tôles sont froissées, les tôles sont arrachées, les tôles qui constituent ce bouclier de pressurisation sont arrachées, mais il n'y a pas, ces dommages observés sur le bouclier de pressurisation n'est pas en lien direct avec le crash lui-même, il est antérieur au crash. Donc rapidement, ils s'aperçoivent que c'est la rupture de ce bouclier de pressurisation qui a entraîné par la suite la perte de la dérive. Voilà, c'est quand le bouclier de pressurisation situé à l'arrière de l'avion a explosé, eh bien, en explosant, il y a eu une éjection d'air pressurisé qui a fait s'arracher la dérive. Voilà, donc l'avion, il a perdu sa dérive à cause de la rupture du bouclier de pressurisation. Alors en plus, il y a eu un autre dommage, c'est que les lignes hydrauliques, donc alimentant les différents actionneurs de l'avion, se situant en un point commun juste derrière le bouclier, quand le bouclier a rompu, eh bien, toutes les lignes hydrauliques ont été coupées, et l'avion en plus n'avait plus du tout d'hydraulique à bord. Donc l'avion, non seulement il n'avait plus de dérive, mais en plus il n'avait plus de commande de vol pour maîtriser sa trajectoire. Alors, je vous parlerai juste après de l'effet de la dérive et pourquoi on met une dérive sur un avion. Quand on n'a plus de commande de vol, on ne maîtrise plus la trajectoire et on subit un petit peu la trajectoire libre de l'avion sans qu'elle soit maîtrisée. Et ça, c'est conforté par l'enregistreur de données qui montre que l'avion était dans des oscillations dans le plan vertical
donc des oscillations que l'on appelle des oscillations fugoïdes. Donc cette oscillation fugoïde consiste à convertir l'énergie cinétique de l'avion, donc sa vitesse, en altitude, donc en énergie potentielle. Donc l'avion commence par accélérer, il monte, en montant sa vitesse diminue, donc il perd de la portance, et puis donc il atteint le point haut, donc il atteint le maximum de son énergie potentielle, et ensuite l'avion se remet à descendre, il réaccélère, et sa portance réaugmente, et il repart en montée, comme ça, et ainsi de suite. Donc ce sont des oscillations qui font quelque part le transfert de l'énergie cinétique de l'avion, c'est-à-dire de sa vitesse, en énergie potentielle, c'est-à-dire en altitude. Donc l'avion ne fait que convertir son énergie cinétique en énergie potentielle. Alors normalement, ce sont des oscillations qui se maîtrisent avec le manche en tangage, c'est-à-dire que tous les avions ont un mode fugoïde, mais ce mode fugoïde en fait est transparent parce que le pilote, avec son manche en tangage, amortit naturellement le mode fugoïde. Donc le mode fugoïde, il n'est pas perceptible parce qu'il est amorti par le pilote. En l'absence de commande de vol, le mode fugoïde est libre, et là, l'avion il est dans son mode fugoïde, impossible de le maîtriser. Alors, je vais vous parler du coup de l'origine de cette rupture. En fait, cette rupture du bouclier de pressurisation est due à une mauvaise réparation qui a été effectuée 7 années auparavant. C'est-à-dire que ce qui intrigue les enquêteurs, c'est que dans le manuel de maintenance de l'avion, ils voient qu'il y a une réparation majeure qui a eu lieu sur l'avion, sur le bouclier de pressurisation 7 années auparavant. Là, ils mettent le focus vraiment sur cette réparation, et ils s'aperçoivent que cette réparation n'a pas été effectuée dans les règles de l'art édictées par Boeing, et c'est cette réparation finalement qui est la cause racine de l'accident qui a eu lieu en 1985. Donc les origines de cet accident, c'est une mauvaise maintenance effectuée 7 années auparavant qui s'est propagée au cours du temps. Il y a des fissures qui se sont propagées, et finalement l'avion, le bouclier a explosé au bout d'un certain nombre de cycles. Alors je vais vous expliquer un petit peu tout ça en détail. Alors je vais commencer par le rôle de l'empennage vertical de l'avion. Donc je vous ai dit que ce vol 123, en fin de compte, l'avion avait perdu sa dérive. Et donc la question c'est, qu'est-ce qui se passe quand on perd la dérive, et pourquoi est-ce qu'on met une dérive sur un avion? Alors en fait, pourquoi est-ce qu'on met une dérive sur un avion? Simplement, cette dérive, elle a une double fonction. Déjà, quand l'avion a tendance à prendre du dérapage, c'est-à-dire quand la vitesse, avec ce stylo, je vais signifier la vitesse, donc quand la vitesse n'est plus alignée avec l'axe du fuselage, donc on dit dans ce cas-là que l'avion prend du dérapage. Et si l'avion prend du dérapage, ici, on voit que la dérive, elle prend une portance, ici, qui crée un moment qui va ramener le dérapage à zéro. Donc la position naturelle d'un avion, donc ici je fais le vecteur vitesse, donc l'avion vole avec un certain dérapage. En l'absence de commande et en l'absence de dissymétrie moteur ou dissymétrie de gouverne, l'avion a tendance naturellement à revenir avec un dérapage nul. C'est ce qu'on appelle l'effet girouette, ou bien la stabilité de route. C'est-à-dire que, comme une girouette que l'on met sur un toit d'une maison, la girouette s'aligne toujours dans le lit du vent. Et bien là c'est pareil, l'avion a tendance naturellement à toujours s'aligner dans le lit du vent qui lui arrive, c'est-à-dire selon sa vitesse R, selon sa vitesse aérodynamique, c'est-à-dire que l'avion a toujours tendance à revenir avec un dérapage nul. Le deuxième rôle de la dérive, c'est un rôle d'amortissement, c'est-à-dire que si l'avion oscille comme ça sur son axe de lacet, donc des oscillations lacées, s'il oscille sur son axe de lacet, la dérive prend alternativement une portance dans un sens et une portance dans l'autre. Et en fait, le fait d'avoir une portance dans un sens et une portance dans l'autre crée un moment d'amortissement qui s'oppose toujours au mouvement. Donc ça crée de l'amortissement enlacé. Donc la dérive de rôle, un rôle de stabilité de route et un rôle d'amortissement. Et quand on cumule la stabilité de route et l'amortissement, donc ici c'est un amortissement enlacé, on obtient ce que l'on appelle la stabilité dynamique latérale de l'avion. Donc on met une dérive sur un avion pour sa stabilité dynamique latérale, c'est-à-dire que l'avion aura tendance naturellement à amortir ces oscillations enlacées, sans braquage de la gouverne, sans dissymétrie, ainsi de suite. Donc, l'avion, naturellement, il vole avec un dérapage nul. Alors, ce qui se passe, c'est que si on enlève la dérive, l'avion, il perd son amortissement, il perd sa stabilité de route. Ce qui fait qu'en fait, ces oscillations-là, elles ne sont pas amorties. Il n'y a pas de moment de rappel, il n'y a pas d'amortissement. Et l'avion se met à osciller, comme ça, sur son axe de lacet. Et en fait, cette oscillation, elle est couplée avec un autre mouvement qui est un mouvement de roulis. Donc il y a deux mouvements couplés, donc un mouvement de lacet, un mouvement de roulis.
Ce qui fait qu'en fait l'avion a un mouvement comme ça. Alors ce mouvement, c'est un mouvement qui s'appelle le Dutch Roll. Voilà, donc le roulis hollandais, le Dutch Roll, donc c'est un mode qui est bien connu en aéronautique. Donc c'est un mode qui est évidemment gênant pour le pilotage, qui est gênant pour le confort des passagers. Donc pour amortir ce mode, eh bien, on met une dérive, hein, évidemment. Donc la première chose, c'est qu'on met la dérive. Et si ça ne suffit pas, en fait, on implémente dans les lois de pilotage de l'avion, donc par exemple ici un Airbus, un avion de vol, un avion à commande de vol électrique, eh bien, on implémente des commandes de vol qui amortissent naturellement ce mouvement de lacet. C'est ce qu'on appelle un yaw damper, donc un amortisseur de lacet. Donc la fonction de cet amortisseur de lacet, en fait, c'est de braquer la gouverne alternativement dans un sens et dans l'autre pour toujours contrer ce mouvement et faire en sorte que l'avion soit toujours stable dynamiquement autour de son axe de lacet. Donc c'est la fonction de la dérive. Donc dans le cas de cet accident, l'avion ayant perdu sa dérive, il n'était plus stable en lacet. Donc il y avait ces oscillations de type Dutch Roll, mais en plus il y avait d'autres oscillations, et ça les enquêteurs le voient sur l'enregistreur de données, c'est-à-dire qu'il y avait des oscillations dans le plan vertical, donc ces fameuses oscillations fugoïdes dont je vous ai parlé. Cette conversion de l'énergie cinétique en énergie potentielle qui est due à la rupture des commandes de vol, c'est-à-dire qu'en l'absence de commande de vol, il est impossible de maîtriser le mode fugoïde sur cet avion, et l'avion donc était libre d'osciller dans le plan vertical sans aucune possibilité pour le pilote d'amortir ce mouvement fugoïde. Voilà. Donc cet accident il est caractéristique d'une rupture des commandes de vol en l'air, et également de la perte de la dérive. Voilà. Donc ça c'est sur l'aspect qualité de vol de l'avion. Alors, je voulais également vous parler d'un cas où un avion a perdu sa dérive en vol, mais le pilote a quand même réussi à ramener son avion. Donc c'est suite à un essai, alors ce qu'on appelle un essai de buffeting, c'est-à-dire des essais à haute vitesse où l'avion se met à vibrer. Cet avion, qui est un Boeing B-52, donc un bombardier stratégique de l'US Air Force, a rencontré des turbulences à haute vitesse et suite à ces turbulences, a perdu sa dérive en vol. Alors l'équipage initialement a pensé à évacuer l'avion, mais au final l'avion n'était pas si incontrôlable que ça. Ils ont quand même réussi à poser l'avion sur sa base de départ. Alors très vraisemblablement, l'avion était quand même contrôlable parce que il y avait déjà un petit bout de dérive. Ici, on voit un petit bout de dérive. Bon, c'est pas ça qui donne beaucoup de stabilité de route, mais je pense que c'est surtout dû à la forme du fuselage. On voit ici la forme donc du B-52H qui est très prononcée vers l'arrière et qui est surtout plate, et très vraisemblablement que cette partie-là a joué un petit peu le rôle d'amortisseur de lacet, d'effet girouette, de stabilité de route, et que cet avion, au final, il n'était pas si instable que ça sur son axe de lacet, ce qui a permis au pilote de quand même ramener l'avion sans sa dérive. Voilà, c'est un accident qui a eu lieu le 10 janvier 1964, et il y a un film YouTube qui explique cet accident avec des vidéos faites en l'air également. Voilà. Alors après le rôle de la dérive, je vais vous parler du rôle du bouclier de pressurisation. Donc je vous ai dit que cet accident est dû à une rupture du bouclier de pressurisation qui est situé à l'arrière de l'avion. Alors le bouclier de pressurisation, c'est quoi? C'est une pièce métallique qui est en forme d'hémisphère, donc de demi-sphère, qui vient s'apposer à l'arrière du fuselage, donc ici, et qui contient les efforts de pressurisation de l'avion. En fait, il faut savoir qu'un avion, et surtout un avion ligne, est pressurisé. Un avion de ligne, il évolue entre 10 km jusqu'à 12-13 km d'altitude en fonction de son type de mission, en fonction de sa masse également. Et évidemment, ces altitudes-là, l'être humain ne peut pas survivre. Donc en fait, on maintient une pression à l'intérieur de la cabine passager qui est supérieure à la pression atmosphérique extérieure. Donc une altitude cabine qui est inférieure à l'altitude réelle de l'avion. Alors typiquement, sur un avion de ligne qui évolue à 12 000 mètres d'altitude, l'altitude cabine, elle est aux alentours de 1500-2000 mètres, ce qui permet de maintenir un état de conscience normal des passagers. Alors, on ne met pas une pression trop forte, on ne met pas la pression atmosphérique au niveau du sol, une atmosphère, parce que les efforts de pressurisation au niveau du fuselage seraient trop forts. Donc en fait, on cherche un compromis entre le confort des passagers et évidemment
l'état de conscience des pilotes, hein, qui est fondamental, et les efforts entraînés par la pressurisation sur la cabine de l'avion, sur le fuselage de l'avion. Donc le compromis se trouve aux alentours de 1500-2000 mètres. Voilà, c'est l'altitude cabine d'un avion de ligne. Et en fait, un avion donc, qui décolle, et puis quand il monte en altitude, on pressurise la cabine, et inversement, quand l'avion descend, on dépressurise la cabine. Donc en fait, il y a des cycles de pressurisation, dépressurisation, pressurisation, dépressurisation, et ainsi de suite. Donc à chaque vol, il y a ce cycle qui s'effectue. Et en fait, ce cycle fatigue évidemment la structure, c'est-à-dire que c'est comme un ballon, hein, vous le gonflez, vous le dégonflez, vous le gonflez, vous le dégonflez, vous le gonflez, vous le dégonflez. Au bout d'un moment, les jointures risquent de s'abîmer un petit peu, donc là c'est pareil, on gonfle, on dégonfle, on gonfle, on dégonfle, et ça, ce cycle-là fatigue l'avion. Alors normalement, ces cycles de fatigue, ils sont calculés dès la conception de l'avion, et en fait, l'avion, en fait, déjà son fuselage, il a une forme cylindrique parce que c'est beaucoup plus facile de pressuriser un cylindre que de pressuriser une autre forme, une boîte par exemple. Donc c'est la raison pour laquelle les avions de ligne ont des formes de cylindres, c'est parce que la pressurisation d'un cylindre est beaucoup plus facile à réaliser et nécessite nettement moins de raidisseurs, nettement moins de renforcements structuraux qu'une autre forme. Donc à l'avant, les efforts de pressurisation sont contenus par la pointe avant, et à l'arrière, les efforts de pressurisation alors ne vont pas jusqu'à la pointe arrière de l'avion, parce que sur la pointe arrière, en fait, il y a des organes qui bougent. Donc ici, il y a le plan horizontal qui bouge en permanence sur un avion, donc il y a des charnières. Et en fait, les efforts de pressurisation s'arrêtent à peu près ici, hein, juste après la zone vie, juste après les derniers passagers, par un hémisphère donc, qui vient contenir les efforts de pressurisation. Donc une pointe avant, un hémisphère à l'arrière qui est le bouclier de pressurisation, et le fuselage cylindrique qui contient les efforts de pressurisation. Donc c'est comme ça que l'avion est bâti, pour maintenir sa pressurisation. Alors comment est constitué un bouclier ? Eh bien un bouclier est simplement constitué de lamelles qui sont scellées les unes aux autres, donc qui sont rivetées les unes aux autres, et qui forment un hémisphère, comme ça. Alors ici, on voit la pointe arrière, donc on voit que la pointe arrière de l'avion va bien au-delà du bouclier de pressurisation, donc juste derrière l'avion, le fuselage n'est pas pressurisé. Et on a ici le bouclier donc, qui contient les efforts de pressurisation. Et ici, on voit les passages du plan horizontal, et ici les passages du plan vertical, donc de la dérive. Donc le passage de la dérive ici qui se situe juste derrière le bouclier de pressurisation. Donc en fait, quand le bouclier de pressurisation a explosé, immédiatement ça a entraîné l'arrachement de la dérive. Donc la dérive est partie immédiatement parce que se situe juste au-dessus du bouclier de pressurisation. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que ce bouclier a explosé ? Eh bien en fait, ce bouclier a explosé parce que 7 années auparavant, il y a eu un atterrissage un petit peu dur effectué par le pilote qui s'appelle un tail strike. Alors un tail strike, c'est quoi ? C'est un atterrissage où la queue de l'avion vient toucher la piste avant le train principal. Donc ici, on a une photo d'un Boeing 777 qui fait un tail strike. Donc on voit ici que la queue de l'avion vient toucher la piste avant les trains principaux. Alors évidemment, ça endommage la structure. Et on voit ici, donc sur cet avion, on voit ici que tout l'arrière est râpé, hein, toute la pointe arrière a râpé sur la piste, donc a été enlevée, et on voit ici la structure principale du fuselage ici. C'est-à-dire que la peau de l'avion, la peau de l'appareil a été enlevée. Voilà. Alors un tail strike, ça arrive rarement, mais quand ça arrive, en fait, ça crée des dommages structuraux qui sont très grands sur l'avion, parce que dans ce cas-là, il faut déposer la pointe arrière, il faut faire une inspection complète de toute la structure primaire du fuselage. Et là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que 7 années auparavant, lors de ce tail strike, quand ils ont déposé la pointe arrière, ils se sont aperçus que le bouclier était endommagé. Et c'est une opération de maintenance qui est extrêmement lourde. Changer un bouclier de pressurisation sur un avion, ça dure longtemps, ça coûte extrêmement cher, ça immobilise un avion pendant plusieurs jours. Et ce qui s'est passé donc, en 1978, donc, quand l'avion a eu ce tail strike,
en fait, il y a eu des problèmes d'acheminement du bouclier complet de l'usine Boeing vers son lieu de stationnement au Japon, ce qui fait que la réparation, en fait, n'a pas consisté à changer le bouclier complet, mais a consisté à changer simplement la moitié inférieure du bouclier. Alors je vais revenir sur le bouclier. Du coup, il faut imaginer qu'à l'occasion de ce tail strike, eh bien, la partie basse du bouclier a été endommagée, donc il fallait changer cette partie. Et en fait, c'est la demi-partie inférieure du bouclier, qui a été changée. Voilà. Et en fait, quand les ingénieurs ont rapporté la demi-partie inférieure à la partie supérieure, en fait, il a fallu mettre ce que l'on appelle des plaques d'épissure. Alors les plaques d'épissure, en fait, ce sont des plaques qui permettent de joindre deux structures, hein. Donc ce sont des plaques rivetées. Donc ils ont décidé de mettre une plaque d'épissure ici, une plaque d'épissure ici, donc sur les deux demi-parties du bouclier, pour rapporter la pièce neuve juste en dessous. Alors le problème qu'ils ont rencontré, c'est que la structure primaire de l'avion avait un petit peu bougé au cours de ce tail strike, et ces plaques d'épissure se positionnaient pas bien. En plus, il y avait un problème de dimension de la plaque d'épissure, ce qui fait que le manuel Boeing, dans ce cas-là, recommandait de mettre sur chaque plaque d'épissure, sur chaque demi-partie, 2 lignes de rivets, donc une ligne de rivet vers la plaque d'épissure en haut, 2 lignes de rivet sur la plaque d'épissure pour la partie du bas, pour maintenir le bouclier de pressurisation. Et en fait, pour des questions de dimension de la plaque d'épissure, les techniciens n'ont pu mettre qu'une seule ligne de rivet en bas et 2 lignes de rivet en haut. Donc c'est une réparation qui n'a pas été faite dans les règles, et les ingénieurs ont calculé après coup que le fait de ne mettre qu'une seule ligne de rivet pour joindre la plaque d'épissure à la demi-partie basse du bouclier réduisait de 70% la résistance du bouclier aux efforts de pressurisation. Donc la structure, sa résistance était réduite de 70%. Alors les ingénieurs ont calculé également qu'avec cette réparation mal effectuée, en fait, eh bien, il ne lui restait à l'avion plus que 11 000 cycles à effectuer, c'est-à-dire 11 000 vols. Voilà, il lui restait plus que 11 000 vols. Et ils ne sont pas tombés loin, heureusement ou malheureusement, c'est-à-dire que l'avion, il a eu sa rupture du bouclier après 12 300 vols. Après 12 300 cycles, le bouclier a rompu. Ce qui fait que cette faiblesse dans la réparation de la structure a entraîné à la longue une fatigue, avec, comme je vous ai expliqué, avec ces cycles de pressurisation, de dépressurisation, de pressurisation, de dépressurisation. Et bien en fait ça a fatigué la structure, et comme il n'y avait pas la résistance suffisante pour contenir les efforts à long terme, et bien la structure a commencé à se criquer. Il y a des fissures qui sont apparues jusqu'au moment où la structure a complètement explosé en vol. Voilà. Donc en explosant, ça a emmené la dérive et les lignes hydrauliques, donc perte de toutes les commandes de vol, avec toutes les conséquences dont je vous ai parlé juste précédemment. Voilà. Donc en résumé, sur cet avion, qu'est-ce que l'on peut dire ? La cause racine, on va dire, c'est ce fameux tail strike qui a eu lieu en 1978, qui a endommagé la partie arrière de l'avion et qui a endommagé le bouclier de pressurisation. Ensuite, la réparation du bouclier n'était pas conforme au manuel de maintenance Boeing, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre les 2 lignes de rivet comme prévu sur chaque plaque d'épissure et sur chaque demi-hémisphère, il n'y avait qu'une seule ligne de rivet sur la partie basse, ce qui fait que la résistance du bouclier était entamée de 70%. Donc du coup, il y a eu une fatigue accélérée du bouclier suite au cycle de pressurisation et dépressurisation, et il y a eu la rupture du bouclier au bout de seulement 12 300 cycles de pressurisation et dépressurisation, donc de vol. En rampant, ce bouclier a emporté la dérive et a emporté les lignes hydrauliques qui étaient présentes juste derrière ce bouclier. Et l'avion était totalement hors de contrôle suite à ça. Voilà. Juste pour terminer, la perte des commandes de vol n'implique pas forcément la perte de l'appareil. Il y a l'exemple en 2003 d'un Airbus A300 de la compagnie DHL, qui fait du vol de fret, qui a perdu toutes ses commandes de vol au-dessus de Bagdad, suite à un attentat, suite à un missile qui a été envoyé sur l'avion.
Et les pilotes ont quand même réussi à ramener l'avion sans aucune commande de vol vers son aérodrome de départ, simplement en utilisant les gaz, en utilisant la mise de poussée dissymétrique et ainsi de suite. Ils ont réussi à maîtriser les modes dont je vous parlais, notamment le mode fugoïde, ce mode d'oscillation verticale. Ils ont réussi à le maîtriser uniquement avec les gaz et faire atterrir l'avion et à le poser. Voilà, c'est un exploit dans l'aéronautique. Voilà. Alors pour en savoir plus, je vous ai mis plusieurs références. Donc vous avez évidemment la page Wikipédia du vol 123 qui est bien faite. Vous avez des reportages télévisés qui existent, notamment la série française Mayday. C'est Mayday Danger dans le ciel. C'est une série qui passait sur France 5 il y a quelques années, mais dont certains épisodes sont encore présents sur YouTube, donc vous pouvez le voir. Et puis pour les plus courageux et pour les gens qui veulent encore plus de précision sur cet accident, il y a carrément le rapport d'accident publié par les Japonais, qui a été traduit en anglais, et la version anglaise est disponible en libre accès sur Internet. Donc je vous ai mis ici le site japonais sur lequel il y a ce rapport d'enquête, voilà, si vous voulez le regarder. Alors évidemment c'est très épais, c'est très précis, mais au moins il y a toutes les informations qu'il faut. Voilà. Et pour terminer, vous pouvez nous poser toutes vos questions sur l'adresse générique qui a été créée à cet objet, donc conférence avec un s @elisa-aerospace.fr. Donc j'essaierai de faire une synthèse des questions qui ont été posées, de faire une réponse globale avec toutes les questions qui ont été posées par les gens qui ont suivi cette conférence ce soir. Et voilà, c'était tout. Bien écoutez, moi je suis ravi de vous avoir parlé d'aéronautique ce soir. Je pense qu'on sera amené à refaire d'autres conférences sur le domaine de l'aéronautique, sur le domaine de l'espace au cours de cette année, pour faire partager notre passion sur ces domaines-là, et notamment la passion du corps professoral qui enseigne à ELISA Aerospace. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.